Ça m'a amené à un moment donné, quand André voulait partir, il m'a approché. Il dit « Ça te tente-tu d'être secrétaire général? » J'étais un peu surpris, parce que je ne m'attendais pas... je n'avais jamais pensé que je m'en irais là. J'ai accepté. Durant que tu as été secrétaire du Conseil, les grands enjeux, ça a été quoi? C'est-tu des enjeux plus syndicaux, plus politiques, plus sociaux? Oh, comment je pourrais bien dire? On peut dire que c'est une période qui a été difficile aussi. Au début des années 80, il y a une crise. Bien, c'est ça. En fait, moi, on est arrivé en 81. Déjà, c'était... l'inflation était là. Beaucoup de pertes d'emplois, des fermetures d'usines dans le sud-ouest puis dans l'est de Montréal. Le PQ qui était là, puis toute la philosophie de la concertation. Oui. C'est là que moi, je suis arrivé, dans le fond, dans cette période-là, ce qui nous a permis de travailler avec les autres centrales à la création des CEDEC. J'ai commencé dans le sud-ouest, après ça, c'était dans l'est, puis le centre-sud. Il y en a eu à Montréal, dans Villeray, il y en a eu dans Rosemont. Donc, on a travaillé à la concertation pour protéger les emplois puis développer de l'emploi. Et c'est là-dedans, moi, c'était... Dans le fond, quand je suis arrivé là, c'était mon mandat. C'était un mandat que j'ai épousé, dans le fond. Oui, puis il y avait toujours le soutien aux luttes. Oui. Et à partir de ce moment-là, le permanent régional qui travaillait avec le Conseil, c'est lui qui avait plus ce Normand Guimond à l'époque. Normand Guimond. Donc, c'est lui qui a ramassé plus ce soutien aux luttes. Mais en même temps, on a développé aussi, pendant les années avec André et moi, des comités. On avait des comités de santé et sécurité, des comités... donc, on a développé une approche plus militante qui permettait au Conseil de se positionner comme Conseil sur des enjeux qui allaient à la FTQ. Ouais. Donc, en santé et sécurité, le Conseil a été reconnu comme étant plus à gauche et ça ne faisait pas l'affaire de la FTQ. Les militants qui venaient chez nous, c'était du monde de même. On pouvait, nous autres, dans le fond, on n'avait même pas besoin de se forcer pour les amener là. C'était eux autres qui nous dictaient, dans le fond, qui faisaient aussi notre affaire, disons. Mais je me souviens des batailles. Puis... Donc, moi, dans mon mandat, c'était deux choses que j'ai vraiment réalisées, à mon sens, avec les militants. C'était la formation, les délégués sociaux et urgence emploi. Je pense ça, toute mon implication au niveau régional, dans les concertations dans l'Est, principalement. Et puis, à la fin, j'étais aussi Centre-Nord. André Messiaen, à titre de secrétaire du Conseil, était aussi vice-président de la FTQ. Oui. Est-ce que tu es devenu vice-président tout de suite? En 85. Okay. C'est en 85 que j'ai été élu vice-président de la FTQ. Au congrès de la FTQ, pour l'élection des membres du bureau, avant, il y avait des élections. Oh, il y avait des élections. Sur le plancher du congrès. Il y avait 7 vice-présidents là-dedans.
Et compte tenu de la volonté des conseils du travail de prendre plus de place dans le central, on a dit, peut-être qu'on pourrait avoir un vice-président qui représente les régions. Là, heureux hasard, au Congrès 73, il y a une chicane entre les travailleurs unis de l'alimentation et du commerce et les packing house, le syndicat des salaisons, qui n'étaient pas fusionnés dans le temps. Puis le bureau de la FTQ, d'habitude, se présentait tout en slate. Là, ils ont décidé de ne pas se prononcer sur ce poste-là. On a dit, bon, ben, il y a un trou pour nous autres aussi. Fait que là, on a présenté un candidat, Marcel Perrault, le président du conseil. Il est arrivé deuxième. C'est le gars des TUAC, Richard Mercier est arrivé le premier. Mais c'est sûr que la gang des packing house, au deuxième tour, là, il n'a pas voté pour Richard Mercier. Les conseils du travail ou les régions ont eu un vice-président FTQ et ça a toujours continué par la suite, même si des fois il y avait des petites pressions. Regarde, le syndicat-là, il n'est pas représenté au bureau parce que dans ce temps-là, il y avait un nombre limité de places. Au fil des ans, ils ont augmenté ça de 7 à 9, après ça de 9 à 11. Mais encore des syndicats qui ne pouvaient pas être là, c'est à ce moment-là qu'ils ont amendé le statut, que tu as X milliers de membres affiliés à FTQ, tu as le droit à un vice-président et tu choisis comme tu veux. Fait que là, sur le plancher du Congrès, il n'y a plus d'élection. Je suis pas nostalgique par rapport à ça, je dis juste que c'est une autre réalité, parce que c'était une occasion où il se faisait de la politique dans le central. C'est sûr que ça laissait des cicatrices des fois. Là, aujourd'hui, il n'y a plus trop ce problème-là de cicatrices. Dans les années 70, 80, comme peut-être beaucoup plus gros et beaucoup plus important que par rapport aux autres, il y a des conseils qui, je pense, se sentaient un peu tassés, dans le fond, marginal. Ouais. C'est sûr que les premiers vice-présidents à la FTQ venaient toujours de Montréal. Ouais. Et quand moi je suis parti, il y a quelqu'un d'autre. C'est plus été Montréal. Ça a pu été Montréal à partir de là? Je pense qu'en 80, quand j'ai laissé... Attends, 95? 80, non, c'est la présidente du conseil de la BTB. Et donc, il y avait des enjeux plus de... ils trouvaient qu'on prenait trop de place. Mais on avait un secrétaire général qui était élu, mais aussi travaillait plein temps. On avait des employés qui s'occupaient de la formation. Avec on la a subvention de développé Centraide. Puis du Fonds de solidarité qui a financé l'urgence emploi. Ah, c'était c'est un des boss. S'il n'y avait pas eu ça, s'il n'y avait pas eu le fonds, ça serait jamais... C'était toute la permanence. Oui. Fait qu'on avait une permanence que les autres n'avaient pas, donc ils trouvaient qu'on prenait trop de place, puis qu'on était dans la même bâtisse en plus que la FTQ. Donc ils trouvaient qu'on avait comme... trop de proximité. Pas vraiment plus de privilèges qu'ils trouvaient que d'autres. Penses-tu que ça a changé depuis? Bien, depuis que c'est plus mon âge, je ne sais pas comment est-ce que je suis plus là. Je ne peux pas te dire. Mais je pense qu'il y a des vice-présidents qui ont fait. En tout cas, elle faisait dans le temps, faisait un job. Oui. Mais après ça, j'ai perdu contact avec... Et le développement, les conseils, c'est un peu inégal. En même temps, maintenant qu'il y a des représentants de la FTQ dans chacune des régions, il y a une nouvelle... je me souviens, nous autres, les permanents régionaux, CTC, il y avait des fonctions assez... je dis, de représentation au niveau de l'assurance chômage, défense des accidentés. Ça a évolué après. Ça a évolué. Quand les plus vieux sont partis, les jeunes qui sont rentrés, ils faisaient presque plus ça. Mais en même temps, ils ont continué sauf Montréal, ils ont continué à siéger. Au conseil d'arbitrage. D'arbitrage au chômage. Mais ça, disons qu'ils ont changé leur approche. C'est plus impliqué avec les syndicats, puis au développement de leur région, plus que nous autres, on faisait ici. Ouais. Alors ça a été des enjeux, mais qui, je pense, en sont peut-être plus. Non, mais moi, j'ai toujours eu une bonne relation avec les autres régions. Ouais.
On va revenir un petit peu aux années où tu étais vice-président de la FTQ. Oui. Il y a eu pendant ces années-là la création du Fonds de solidarité. Il y a eu le changement de nom de la FTQ. Il y a eu différentes transformations. Là. Ouais. En fait, dans les tensions qu'il y avait au bureau, c'était le maraudage. Ça, entre les syndicats. Entre les syndicats, mais aussi avec les centrales. La question des intercentrales, ça achalait bien du monde au bureau quand on faisait les premiers mai, quand on faisait des organisations pour essayer de se rapprocher. Mais ça, c'était pas nouveau. Hein? C'était pas nouveau. Depuis les années 70. Mais c'était encore très présent. Ouais. Mais ça s'est atténué à un moment donné. Puis là, ben, moi, je pense que ça va pas mal mieux. Il y avait ça. Il y avait la santé-sécurité qui était un enjeu assez... plus sensible. Toujours sensible. Il y a dû y avoir des discussions un peu vives là, sur l'idée de changer de nom là, pour inclure le nom des femmes là-dedans. Ça a fait une partie, en fait, au conseil. Il n'avait pas aimé ça parce qu'on l'avait fait avant eux autres. Ah bon? Ben oui. Le conseil s'est appelé le Conseil des travailleurs-travailleuses du Montréal métropolitain avant de... Ah ouais. C'est en quelle année que le conseil a changé de nom? Juste avant que la FTQ, le congrès avant que la FTQ le fasse. Ah bon? Puis, bien, les autres enjeux qu'il y avait, c'était l'appui ou non de la centrale au PQ. Oui. Ça revenait surtout au début des années 80. Oui, avec le 81, le 82. Oui, les coûts massifs qui ont été donnés. Les coûts dans les conventions collectives. Est-ce que tu sentais de la direction de la FTQ une sorte de méfiance à l'égard du conseil ou plus un agacement occasionnel? Je pense qu'ils nous trouvaient fatigants, mais en même temps, je pense qu'il acceptait qu'on soit de même, dans le fond, plus que d'autres vice-présidents. Ouais. Je pense que la direction là-dessus était plus ouverte que certains vice-présidents. Oui. Bien, de la même façon que probablement qu'ils voyaient la même chose avec les syndicats puis la position que les autres avaient au CTC. Oui, oui. Fait qu'il était quand même... Oui, oui. Ça, il y a toujours eu ça. C'est un mouvement très, très diversifié, avec des tendances diverses. C'est ça. Puis, mais en même temps, avec une idéologie politique moins forte qu'à la CSN, à certains égards, puis, ou même à la CEQ. Aussi, oui. D'ailleurs, il y a eu des divisions majeures dans les deux cas. Nous autres aussi, mais ça n'a pas été majeur. On n'a jamais eu des gros coups comme ça. On a perdu quelque chose. Oui, mais jamais des grandes saignées. Non. C'est comme la création de la CSD, puis le départ des fonctionnaires, et tout ça. Là. Puis à la CSQ, là, c'était la création de la FAE. Oui. Puis, non, on n'a pas eu... Ça se passait plus là que chez nous. Oui. Dans la mesure où il y avait des monopoles de... Oui. C'est plus centralisé. En fait, donc. La CEQ, c'est après qu'ils ont ouvert vers ce qu'ils ont changé de nom pour ça. Oui, pour s'ouvrir dans d'autres secteurs que l'éducation. C'est ça. Au début des années 90, tu es vice-président de la FTQ. Oui. Et la FTQ choisit de soutenir quelqu'un au poste de vice-président du CTC. Oui. Et on t'a choisi. À la même époque, dans le reste du Canada, il y a des gens qui font la promotion de la candidature de Jean-Claude Parrot, président des postiers, président canadien des postiers. Oui. Alors, raconte-nous un peu comment ça s'est préparé, comment ça s'est vécu, puis quelle en était l'issue. Alors ça, c'est à un moment donné, Fernand Daou vient me voir, puis je dînais avec lui, puis il dit il va y avoir des élections au CTC. Richard Mercier. C'est Richard Mercier qui était là depuis un certain nombre d'années. Le représentant de la FTQ, le représentant régional. Et il dit Richard ne se représente pas, on va avoir besoin de quelqu'un, ça t'intéresse-tu? Fait que je dis, je sais pas, il faut regarder ça. Puis, en fin de compte, j'ai dit, je vais y aller.
Mais la FTQ puis les syndicats de la FTQ pensaient que les syndicats, les sections du restant du Canada appuieraient. Oui, comme ça s'était fait. Comme ça à peu près toujours fait depuis plusieurs années, il n'y avait pas eu de contestation. Non. Et, il reconnaissait, même si ce n'était pas dans les statuts, que la FTQ pouvait choisir son représentant du Québec. Et donc, il faut qu'on ne s'est pas préparé tant que ça. Dans le fond, on est arrivé là avec pas eu de campagne avant. Oui, c'est ça. La seule chose que j'ai faite avec le CTC, j'étais avec notre ami Bégin en Haïti dans un voyage. Après ça, un autre fois représenter la FTQ au Costa Rica, une conférence internationale sur... mais c'était les seules affaires que... Mais là à ces occasions-là, tu as appris qu'il y avait un candidat... Non. Puis là, on savait. Paro, à un moment donné, c'était annoncé, mais la FTQ pensait, écoute, il y a des vice-présidents qui ne se sont pas déplacés, qui n'étaient pas là au moment du vote, à ce congrès-là. Je pense que Godbout était là, mais je pense que Henri Massé n'était pas là. Il y en avait d'autres. Ceux qui ont travaillé les plus forts là, pour faire passer, pour combattre, il y avait du charme. Oui. Clément, plus ou moins. Fait que, il n'y a pas eu de préparation. J'ai fait la tournée des syndicats puis des regroupements. Puis on était 3, c'est Alice. Parce que dans le fond, il y a toujours deux vice-présidents. Oui. Alors, il y avait celle qui était là déjà. Puis Paro s'est présenté, mais Paro, moi, contre lui, j'étais un nobody. Là. Je parlais très peu anglais, ou très mal. Non, puis lui, il était connu au Canada anglais à cause de son emprisonnement, puis ses grèves. Oui, puis c'était un leader national. Canadien, oui. Canadien. Mais c'est ça, sauf que on croyait naïvement à la FTQ que la FTQ que ça allait de soi que la FTQ a un candidat. Ça va passer comme du beurre en poêle. Ça n'a pas été le cas. Alors, ça a été, sur le coup, c'est toujours, tu n'es jamais content de perdre. Mais en même temps, c'est une bonne leçon, dans le fond. Il faut que tu te prépares quand tu te présentes quelque part. mais même si c'était peut-être triste d'avoir une défaite, ça a déclenché. C'est ça. En fait, je pense que ça a déclenché une prise de conscience et à la FTQ et au CTC. Une remise en question fondamentale aussi des relations entre le CTC et la FTQ. Alors, non, je pense que là-dessus, quand je suis parti... Parce que là, il y a eu... À partir de ce moment-là, je ne sais pas si tu te souviens, mais au Congrès, Bob White, qui venait d'être élu, après l'intervention de Fernand Daoust, qui disait que c'était une rupture, il a dit, moi, je m'engage à entreprendre des discussions de fond avec la FTQ sur sa place dans le CTC. Puis il l'a fait. Il a négocié avec la FTQ. Non, je pense que c'était un bon... Pour ça, ma défaite a été bénéfique. Oui, bien oui. Parce qu'au bout de la ligne, la FTQ a gagné une autonomie unique dans les institutions du CTC. Là. Il n'y a plus d'ingérence. Non. Aucune. Puis il y a eu des gains politiques, mais aussi des gains financiers. Parce que la moitié de la cotisation du CTC au Québec est reversée à la FTQ. Non. C'était à partir de là que j'ai commencé à penser que... T'avais fait là, j'avais fait ma marque. Là. Ça faisait quand même 14 ans que j'étais là. De 81 à 95, c'est ça. Ça fait 14 ans. C'est là que tu es passé dans plus ce qu'on appelle le communautaire, de 95 à... 95 à 2003, j'ai travaillé au Conseil régional de développement de l'île de Montréal. Là, tu étais employé du conseil? Employé. Ouais. Je suis rentré là comme responsable du développement social, puis j'ai fini comme directeur du développement. Ça couvrait quel territoire? Toute l'île de Montréal. Ah, toute l'île de Montréal, toute l'île de Montréal. Et pendant ces 8 ans-là, j'ai été impliqué au niveau développement social et communautaire. Donc, j'ai travaillé avec les organismes de faire de la concertation entre les employeurs
dans le fond, le monde du travail, le monde communautaire et les gouvernements, la santé, l'éducation, dans ces milieux-là. Pendant 8 ans, là, on a développé, travaillé aussi beaucoup au support du collectif des entreprises d'insertion, qui est des entreprises qui font de la formation. As-tu eu affaire avec le réseau des coopératives ouvrières oui, avec Paul-André Boucher? Paul-André Boucher, oui. En fait, on avait, dans cette période-là, ils sont venus chercher des subventions chez nous. En fait, un des mandats qu'on avait, c'est de donner de l'argent. C'était de rencontrer pour soutenir les initiatives. Et au niveau chez eux, ça au niveau communautaire ou ouais. Pour la région de Montréal, on avait... Oui, il y avait Joseph Giguère aussi, je pense, qui était impliqué là-dedans. En tout cas, peut-être. Giguère, il était... Ben oui. En fait, quand il est venu puis qu'il a travaillé il a travaillé sur la création des coopératives funéraires. Bon, c'est entre autres, oui. Entre autres. Puis souvent, ça tournait beaucoup, malheureusement, autour du financement. Là. Puis c'est là que tu réagis que c'est pas juste dans le monde du travail qu'il y a des chasses gardées. La Ville de Montréal, son développement social, c'est à elle, c'est pas quelqu'un d'autre. Puis la santé publique, ils se parlent, mais ils ont chacun leur chasse gardée puis leur façon de faire. Puis quand on regarde à Montréal, où ça c'est le découpage administratif de la santé n'est pas le même que les arrondissements. Ouais. Tu dis là, c'est absurde déjà, ça. C'est absurde. Les commissions scolaires, c'est la même chose. C'est pas du tout. Ça n'a rien à voir avec les structures municipales. Ça n'a rien à voir avec les structures municipales. Fait que là tu fais de la concertation dans un endroit, mais là, il y a les interlocuteurs, il y en a 2 ou 3 qui sont pas, qui veulent pas, ou qui ils veulent garder leur parce que sont... La petite chasse gardée. Ben, en même temps, c'est leur argent. Ouais. Fait que c'est... non, ça a été... mais j'ai eu... ça a été... j'ai aimé ça. Parce que malgré toutes ces difficultés-là, tant au niveau du financement puis des répartitions de pouvoir éclatées, là, ouais. On peut dire qu'au Québec, le mouvement communautaire puis ce qu'on appelle l'économie sociale est très, très important. Oui, on mesure mal cette importance-là. C'est un poids assez important dans l'égalité des chances. Oui, le développement socio-communautaire, social, politique, oui. Là, oui. Mais je pense qu'il y a du monde qui travaille fort pour que ça se maintienne. Toujours, mais souvent dans l'ombre. Oui, souvent, parce que les tables de concertation, il y en a moins qu'il y en avait. Il n'y a plus de CEDEC, mais il y a des tables de concertation, comme j'ai été longtemps administrateur à une caisse populaire, dans Petite Patrie. Oui. Il y a une rencontre une fois par mois de l'ensemble des groupes communautaires. Ah oui? Oui. Autour de cette caisse-là? Oui. Ah, ouais. Mais la caisse est présente. Ouais. Puis, les rencontres se faisaient souvent... Oui, parce qu'on a souvent un regard un peu cynique à l'égard du mouvement Desjardins, là, qui est devenu une grosse banque. Mais il y a des caisses qui sont encore dans leur communauté. Toutes les caisses sont encore dans leur communauté. Il y a des budgets qui sont alloués au développement, au financement d'organismes ou de projets dans nos communautés. Fait que c'est pas... mais c'est moins visible. Ben, en même temps, au cadre d'ici, là, tu te promènes, tu passes au collège Grasset, là. Oui. Ben, l'aréna, le gymnase qui se sont créés, puis l'aréna, c'est Desjardins. Ah oui? Oui. Eh ben. Pas les caisses ici, mais c'est un projet de Desjardins. Le financement vient de Desjardins, puis... Fait que non, moi, je pense qu'il reste des choses au niveau communautaire mais ça... c'est sûr que ce qu'on voit de ce temps-là avec la fermeture, ça a des incidents. Ça a beaucoup changé, ça a évolué beaucoup. Mais effectivement, que c'est une organisation plus centralisée que ça l'était. Mon cher Guy, je te remercie beaucoup d'avoir fait ce tour d'horizon-là avec nous. De ton enfance à ta retraite, on voit qu'il y a une cohésion puis, qui est marquée par une conscience sociale et politique constante.
Et je pense que c'est quelque chose qui peut intéresser et inspirer d'autres personnes. Bien, ça m'a fait plaisir. Merci.